Je veux surtout pas d'un hôtel. On met en avant du superflu permanent, quoi. Une communauté, c'est un groupe de femmes, d'hommes qui vivent ensemble et qui partagent à un moment donné une aventure commune. Un jour, on m'avait demandé au niveau des restaurants, c'est quoi votre place idéale? J'avais dit, c'était accoudé au bar et d'observer. Salut les chefs, je suis Sophie Plumer et je vous souhaite la bienvenue dans cette 3e saison du podcast. Je suis partie à la rencontre d'hommes et de femmes qui font bouger les lignes chaque jour à leur échelle, souvent avec douceur, toujours avec profondeur. Sans tabou, nous parlons de leurs projets, de leurs rêves, de leur rôle de chef, de leurs doutes aussi bien sûr et de la manière de les dépasser. Tel un mantra, chaque épisode démarre avec la même question. Ça veut dire quoi pour toi avoir un impact positif sur le monde ? Dans ce nouvel épisode, j'ai posé cette question à Loïc Renard. Il est à la tête du groupe hôtelier Les Aubergistes Lyonnais. Ce qui m'a marqué dans l'histoire de Loïc, c'est que dans un secteur en grande difficulté RH comme l'hôtellerie et la restauration, il réussit à fédérer et à engager ses équipes de manière forte et ce dans la durée. Son secret, il a construit son entreprise comme une communauté. Avec Loïc, vous allez donc découvrir ou redécouvrir à quel point cette notion de communauté est une clé pour construire un monde dans lequel il est agréable de travailler et plus globalement, il est agréable de vivre. Loïc est un homme de conviction et profondément humain. Il a construit son rôle de chef en alliant humilité et prise de risque. Je suis certaine que son histoire va vous inspirer. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Loïc Renard et je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Bonjour Loïc, bienvenue sur Chef. Salut Sophie. Loïc, dans cette 3e saison du podcast, je cherche à répondre à une question qui est comment en tant que chef, j'impacte positivement le monde. J'aimerais savoir ce que ça veut dire pour toi, impacter positivement le monde. Comment tu comprends cette notion ? Je le comprends déjà comme étant une notion qui me semble de plus en plus forte. Moi, je suis convaincu que l'entreprise de demain, elle sera éthique ou elle ne sera pas. La notion d'impact est du coup, en ce qui me concerne, indispensable. Et donc, l'impact effectivement positif, c'est quelle empreinte, quelle résonance va avoir les actions qu'on mène dans une entreprise. Je pense que c'est indispensable de le ramener à un référentiel, parce que l'impact a été positif pendant des années, mais lié à un impact financier de business. Pour beaucoup, si je suis un peu à peine caricatural, mais on peut pas dire que Coca-Cola ou McDo, si on prend des grandes firmes de ce type-là, elles avaient un impact positif, mais sur le plan business. Là, je pense qu'on est rentré dans une logique d'impact beaucoup plus humaine. C'est peut-être là la différence. C'est là où je mets l'éthique. Dire, ok, mais pourquoi faire, quoi? L'impact sur notre planète, dans le sens réel, c'est quoi le sens de telle ou telle innovation qu'on va porter en interne dans nos entreprises? C'est quoi le sens de telle ou telle action qu'on va mener? Et est-ce que d'avoir une voiture qui va à 300 km/h, ça a forcément du sens? Ça a un impact pourtant, et qui pourrait être perçu pour pas mal d'arguments comme positif. Comment on fait pour que, dans un métier notamment comme le mien, qui est quand même un métier lié à l'humain, notre communauté interne, c'est-à-dire les membres qui composent l'entreprise à l'instant T, soient heureux, et comment les gens qui viennent dans nos établissements, modestement, puissent passer un moment agréable et positif. C'est ta manière, en tout cas, d'impacter le monde, ton premier cercle. Si tu parles d'impacter le monde, je pense que j'ai quelque part au fond de moi je sais pas si c'est un syndrome, mais du super-héros qui va sauver le monde. Hein. Je pense que c'est, je sais pas si c'est un point commun avec beaucoup de chefs d'entreprise, mais je pense que si on essore un petit peu au fond de nous-mêmes ce doux rêve, c'est un petit peu ça. J'ai cette volonté d'être utile. Et j'ai ce besoin de protéger, d'avancer, de construire, de bâtir. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était peut-être par la politique, c'était peut-être par le monde associatif. J'étais très investi au sein du Centre des jeunes dirigeants. Donc je sentais que je pouvais avoir un impact là-dedans. Et je l'ai eu, cet impact à mon niveau. Mais je me suis aussi très vite rendu compte que j'étais très vite soumis à du compromis, soumis au fait d'être dans une logique de représentation. C'est-à-dire quand on est président d'une association, on parle pas forcément en tant que Loïc Renard, on va parler avant tout en tant que président de. Je me suis rendu compte que j'avais la capacité de m'adapter à ça, mais je me suis rendu compte que ça me nourrissait pas. Je me suis rendu compte que de porter mes convictions au sein d'un environnement que je maîtrise mieux, ça avait beaucoup plus de sens, que j'ai beaucoup plus de puissance et de moyens pour faire des choses. Et c'est ce qui m'anime profondément pour essayer d'avoir cet impact positif dans mon écosystème proche. Loïc, je t'ai invité sur le podcast pour
mieux comprendre comment, justement, en tant que chef, on peut impacter le monde, son écosystème, notamment à travers l'entreprise. Aujourd'hui, tu es président, fondateur d'un groupe qui s'appelle les Aubergistes Lyonnais. Et quand on a préparé cet échange, tu m'as parlé d'une notion qui est la notion de communauté. J'aimerais bien t'entendre sur cette notion-là. Comment est-ce que l'entreprise que tu as créée, que tu diriges aujourd'hui, est une communauté ? C'est aussi parce que on a bafoué le terme de communauté que j'aime remettre ce terme-là que je trouve magnifique, de tribu aussi, dans le bon sens du terme. Donc communauté, c'est un groupe de femmes, d'hommes qui vivent ensemble et qui partagent à un moment donné une aventure commune. En tout cas, c'est ce qui moi me parle. Je suis assez vigilant ou au clair sur une notion. C'est pas un groupe qui partage un rêve commun. J'ai eu la chance d'échanger avec un philosophe un peu là-dessus. Et en fait, quand on essore un petit peu les rêves, je prenais un exemple très bateau. Les joueurs de l'équipe de France qui ont gagné la Coupe du Monde en 98 ou en 2018, leur rêve commun, c'était pas de gagner la Coupe du Monde. Leur rêve intime, il y en avait un, c'était pour rendre plus fier son père. Il y en avait un autre, c'était pour gagner plus d'argent. Il y en avait un autre, c'était pour que ses enfants se souviennent de lui. Et ainsi de suite. Si on essore vraiment, bien sûr que si on va très vite en raccourci, on se dit, ok, c'est de gagner la Coupe du Monde. Mais au fond de soi, la motivation, elle est ailleurs. Et le rêve, en fait, il se partage pas. Il est très intime. Il peut y avoir un projet commun, une aventure commune, qui permette d'atteindre son propre rêve. Et ça, je pense que c'est hyper important d'essayer de faire en sorte que chaque membre de la communauté se questionne du pourquoi il est ici. Et donc, la communauté, pour moi, c'est de dire simplement, c'est un groupe de femmes et d'hommes qui vont vivre à un moment donné une aventure commune, à l'instant T. Ce qui est primordial pour moi, parce que la notion de communauté peut être très enfermante. Mais je pense que, vraiment, il y a une règle, c'est la règle des 2 pieds. Tout le monde est libre de prendre ses 2 pieds et de partir. Vous êtes dans une réunion, ça vous convient pas, en tout cas vous y retrouvez pas, ne dérangez pas la réunion. Prenez vos 2 pieds, vous sortez. So what, il se passera ce qui se passera derrière, mais vous assumez, vous partez. Voilà. En quoi les Aubergistes Lyonnais est une communauté ? Comment elle vit cette communauté ? D'abord, c'est une communauté parce que c'est un groupe de femmes et d'hommes, essentiellement de femmes. Dans le monde qui nous entoure, je suis assez fier de ça. C'est pas du tout une intention, c'est comme ça. Donc c'est une communauté déjà parce que c'est un groupe d'hommes et de femmes. Moi, je me suis vraiment rendu compte pendant le Covid. Okay. Moi, j'ai ce que je t'exprimais lors de notre préparation. On maintenait les salaires, on maintenait des primes. Donc c'était réellement, pas en fake. C'est-à-dire que réellement, le niveau financier de mes collaborateurs a quasiment pas connu de variation. En sachant que vous êtes un groupe hôtelier de restauration, donc vous étiez fermé en grande majorité ou avec très peu d'activité quand vous n'étiez pas fermé. Et pas pendant 1 mois, pendant 2 ans. Ça, c'est vachement important parce qu'on a expérimenté le temps long de la difficulté. Et on a expérimenté le 0 de chiffre d'affaires du jour au lendemain. Donc ça me permet d'affirmer la logique de communauté. C'est-à-dire qu'à partir de quand on vit quelque chose d'aussi fort, si on a du fake en interne, on se relève pas. On est communauté parce que le projet commun, il est explicite, partagé, construire collectivement une collection de places de vie locales à l'identité affirmée, en assumant que l'enchantement de nos collaborateurs soit tout aussi important, voire plus important que celui de nos hôtes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est posé. On a la notion d'enchantement qui fait intervenir vraiment la notion émotionnelle. Et donc on le fait vivre à toutes les réunions. On demande c'est quoi mon enchantement du moment professionnel, même personnel. On est super heureux parce que ce sont des petites choses. C'est ça aussi qui fait communauté. Nos femmes de chambre ont toutes leurs prénoms sur leur tenue de travail. En plus du fait qu'elles ont des belles tenues et qu'on fait attention. Le résultat des courses, on a plein de commentaires où les gens remercient les femmes de chambre par leur prénom. Et une mention spéciale à Saïda, une mention spéciale à Paola, tout est parfait. Et à partir du moment où les gens sont dans cette reconnaissance-là, parce bien sûr on leur partage, à partir du moment où on essaye de tendre vers oser être soi-même dans l'entreprise, moi je considère qu'on peut s'appeler être une communauté. Voilà. J'aimerais parler de ton rôle de chef. Chef, c'est le symbole de chef, c'est un petit oiseau qui a une coiffe et qui a des plumes un peu de chef indien. Quand je me suis posé la question de ce qu'était un manager pour moi ou un leader d'entreprise, pour moi j'avais la notion de chef indien en tête, c'est-à-dire une personne qui prend soin de sa tribu, qui fédère autour de lui, qui amène de l'harmonie dans le groupe,
qui fait attention à ce que toutes les personnalités puissent s'exprimer et bien vivre, etc. Je retrouve beaucoup de choses dans ce que tu dis et dans ce que tu essayes de faire et dans ce que tu fais avec les aubergistes. J'aimerais bien comprendre, toi, comment tu vois ton rôle de chef de communauté, de chef d'entreprise, comment tu le vois évoluer aussi avec justement l'émergence, tu le disais, de leaders inspirants en dessous de toi, etc. Alors d'abord, c'est un sujet du quotidien. Il y a plusieurs notions que je pourrais évoquer. La distinction qu'on m'a appris à faire entre la puissance et le pouvoir. Donc le pouvoir, c'est sur les autres. Et il y a quantité d'hommes et de femmes de pouvoir, conscients ou inconscients, qui vieillissent aigris dans des maisons de retraite, seuls, pour une simple et bonne raison. C'est qu'il y a quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter, que d'ailleurs le Covid nous a largement rappelé, c'est qu'on est mortel, et qu'il y a un truc contre lequel on ne peut pas lutter, c'est le temps. Et qu'à un moment donné, physiquement, intellectuellement, on s'affaiblit, en tout cas on se transforme, et que si on est dans une lutte de pouvoir permanent, il y aura un plus fort, plus jeune, plus dynamique qui un jour arrivera et qui vous mettra au placard. Donc on peut s'accrocher, comme beaucoup de femmes et d'hommes de pouvoir, mais en général ça se termine toujours au même endroit et de la même manière. La puissance, c'est avec les autres, et c'est d'essayer de faire en sorte de révéler le potentiel de chacun, de faire en sorte non pas de le révéler pour eux, mais que eux arrivent à s'ouvrir. Tout à l'heure, tu m'exprimais ton expérience personnelle, et ce qui m'a marqué, c'est le sentiment d'étouffement, de plus s'ouvrir aux autres. J'ai la chance d'être mentoré un petit peu avec un chef d'entreprise aussi qui a un peu de bouteille. Il y a un truc qui m'a interpellé, il ne m'a pas dit comme ça, mais en tout cas, ça a eu cette résonance en moi. Fais en sorte d'ouvrir tes collaborateurs au monde extérieur. Et moi, j'avais cette intention, mais je m'étais dit, ça leur appartient. Et là, je l'ai boosté, ça. Non pas que je leur impose, mais pas loin. Je veux que vous soyez dans des assos. Je veux que vous ayez à l'extérieur. Et puis, je leur balance des invites que moi, je portais beaucoup. Et je veux vraiment que ça rayonne auprès de vous. C'est extraordinaire. Parce que là, ils se nourrissent. Alors, on dit toujours, oui, mais ils peuvent partir là en concurrence. Mais s'ils partent, encore une fois, c'est qu'ils doivent partir. Donc, il y a des notions de pouvoir et de puissance. Il y a cette notion de penser en homme d'action et agir en homme de pensée. C'est une phrase qu'on m'a exprimée, que j'ai appris au CJD, ça, et auquel qui me parle moi énormément. Et à la fois, je dois être en capacité de prendre du recul, et à la fois, je prends un exemple concret. Là, je suis dans l'ouverture d'un établissement. Le dernier que j'avais transformé, j'étais très présent. Là, je le suis beaucoup moins. Mais par contre, là, j'ai senti le moment de dire à mes équipes, oubliez pas que mon portable est allumé. Et là, vous mettez pas en tension, c'est moi qui irai en première ligne. Il faut à la fois trouver le bon dosage, qui est pas évident, entre leur faire confiance, leur montrer qu'ils sont capables, mais à un moment donné, leur montrer aussi que tu ne te défiles pas. Et s'il faut monter au charbon, il faut y aller. Moi, il y a un mec pour lequel j'ai beaucoup de respect, si on ne parle pas d'admiration en tout cas. C'est un mec dans notre région lyonnaise et un entrepreneur à impact, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Le foot business, c'est pas forcément ma grande tasse de thé, mais Jean-Michel Aulas, qui est le président de notre club de foot, est un superbe entrepreneur. Et j'entendais pour ses 35 ans de présidence des témoignages de gens, joueurs ou pas, qui bossaient avec lui. Il y a quelque chose qui m'a marqué, qui disait quand le bateau va mal, oui, il fait des sorties médiatiques, que tout le monde montre du doigt en disant il exagère et compagnie, mais il fait qu'une seule chose, c'est qu'il fait le paratonnerre et il s'attire la foudre pour laisser derrière son équipe et qu'en interne, ça se passe. C'est exactement moi, ce que j'essaye de faire. Si ça chauffe, à un moment donné, c'est moi qui monte en première ligne, je prends la foudre, je suis constitué pour ça et honnêtement, c'est pas... Il y a un côté valorisant aussi. Et après, par contre, je règle les choses en interne. Donc, sans m'éloigner de la question, en essayant en tout cas, être leader, être chef, ma place, un jour on m'avait demandé au niveau des restaurants, c'est quoi votre place idéale? J'avais dit, c'était accoudé au bar et d'observer. Et je le pense profondément. Quand ils mangent entre eux, souvent maintenant, je les salue, je bois un petit verre avec eux, il y a le lien de reconnaissance fort, mais je reste pas trop. Je laisse vivre la communauté sans moi, et moi je me mets non pas au-dessus, mais un peu à côté. C'est d'essayer d'être toujours dans ce regard-là. Donc c'est pas toujours confortable. Il y a des moments où on se sent seul, des moments où on se demande si on fait bien les choses. Il y a des moments où on se demande si on est utile. Des moments où on se pose des questions si on n'est pas en train de perdre le fil. Beaucoup d'auditeurs et d'auditrices de chefs, quand on partage les préoccupations des uns et des autres, il y a un sujet qui revient beaucoup et qui fait écho à ce que tu dis, c'est comment je reçois du feedback de mes équipes. Comment toi tu gères ça? D'abord, on a tissé un lien de confiance. Alors, je suis pas dupe. Je reste Loïc Renard, leur patron quelque part, et donc ça, il faut être en conscience de ça. Mais, malgré tout, je crois à l'authenticité.
Je leur ai jamais caché quand c'était un peu difficile ou voilà. Donc il y a une confiance, il y a une authenticité qui s'est installée. Donc malgré tout, je crois qu'on me parle pas mal et qu'on échange. Il y a plusieurs moyens pour ça. Ce matin, je fais une réunion de direction. Je travaille avec eux essentiellement sur leur posture. À l'inverse d'une réunion un peu plus opérationnelle, on est vraiment uniquement sur comment ils se positionnent en tant que leader, quels sont leurs questionnements, comment ça match. Parce que je crois beaucoup au collectif aussi pour échanger sur ces sujets-là en interne. Et en fin de réunion, je fais toujours un moment un peu de comment vous avez vécu cette réunion, quel ressenti vous avez. Ah bah ça m'est utile, ah bah votre regard a été positif, ah bah l'échange que j'ai eu, la pépite que j'ai eu, voilà. Donc c'est aussi hyper important dans la conduite d'animation de réunion d'être exigeant, c'est-à-dire que nous on rentre, il y a toujours un moment d'inclusion, de météo personnel, qui peut être plus ou moins ludique, mais on se pose. J'interdis les écrans, quels qu'ils soient. On n'a pas de table entre nous, ou si on en a une, on s'éloigne de la table et on pose les stylos. Il n'y a pas de compte rendu. Et on est là, ici et maintenant. Et je suis assez exigeant là-dessus. Je suis même agacé quand ça déconne. Je suis agacé quand il n'y a pas d'écoute. Et d'identifier aussi les vrais problèmes. C'est-à-dire que quand on parle d'un truc, c'est le bordel à la réception, pour moi c'est un non-sujet, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, voilà, c'est quoi la tension précise qu'on évoque et qu'est-ce qu'on met en face. Donc on est présent ici et maintenant pendant ces réunions-là, ce qui fait que l'inclusion, ça nous permet de parler de soi, donc de voir comment on est, son état d'être. Et mine de rien, avec le temps, les gens jouent le jeu et comprennent l'intérêt de... On est les mêmes personnes à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est le curseur un petit peu que l'on met différemment. Et donc, ça permet de faire des feedbacks malgré tout et d'identifier comment vont les gens. La fin de dire comment j'ai vécu cette réunion. Et moi, ça me permet aussi de faire quelque chose qu'on m'avait appris plus jeune. C'est d'essayer de choper à des moments divers et variés, comme moi je le ressens, c'est pour ça que je fais de la méditation et autres, la relation à l'autre. C'est-à-dire de se dire à quel moment je vais, ah bah tiens Isabelle, là je me sens que je vais lui parler. Et je vais la voir, mais ça peut être plein de moments informels, c'est jamais des moments formels, très rarement. Comment ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Et compagnie. Ça, c'était un entraîneur de foot qui est décédé, qui s'appelait Gérard Houllier. Tout le monde va croire que je suis passionné de foot, ce qui est pas le cas. Je suis passionné de sport, mais le foot, pas plus que ça. Mais il y a des choses intéressantes. Et qui disait, quand il avait pris une grosse équipe de foot, je sais pas laquelle, Manchester ou peu importe, il comprenait pas, quand il voyait des grands entraîneurs, managers, qui passaient 2-3 après-midi par semaine au golf. Il dit, mais c'est pas possible. Et en fait, il nous expliquait qu'il avait compris une chose avec le temps, c'est quand il jouait au très haut niveau, il avait des stars, mais quand il mettait en dehors du terrain une star parce qu'il a été mauvais, ou pour une raison X ou Y, son job, c'était de saisir dans les 10-15 jours qui suivent, parce qu'à l'instant T, c'est trop chaud, c'est impossible de le dire quoi que ce soit, le moment où il pourrait avoir un discours constructif avec lui. Mais pour saisir ce moment-là, il fallait que lui soit vraiment en capacité de sentir. Et donc, s'il a la tête dans le guidon non-stop, ça ne matche pas. Donc voilà, donc il faut avoir ce recul. Et pour pas m'éloigner trop de la question de comment je vais récupérer du feedback, il y a aussi cette notion de tierce personne. On a fait des audits avec BPI, c'était une occasion, j'ai fait partie d'une promotion d'accéléré d'entrepreneurs, donc c'était intéressant, c'était un regard extérieur. Et j'ai aussi une psy permanente, une coach psy, qui est spécialiste des risques psychosociaux. Tout le monde a son portable, qui est un numéro d'écoute, d'échange. Et ça me permet aussi d'avoir du feedback. C'est-à-dire qu'elle va être dans la confidentialité, parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre très personnel. Mais par contre, je sais s'il y a une tension. Moi, ça me permet aussi, quand ça va pas bien, on va peut-être voir Pascal ensemble, on va discuter, on va se faire un tripartite, on va discuter ensemble. Voilà, c'est d'avoir un peu des aides aussi extérieures. J'ai la conscience de l'impact de ma parole, ce qui n'était pas le cas avant. J'aimerais maintenant faire le lien avec une passion que tu as, parce que tu es chef d'entreprise, mais tu es aussi un peu explorateur. Tu disais que tu avais été en Himalaya, en Sibérie, et puis qu'assez régulièrement, tu prends un pas de recul. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu le fais et pourquoi tu le fais ? J'ai eu une expérience scolaire un peu de chemin de traverse. Voilà, j'ai redoublé 4 fois, j'ai loupé mon brevet, c'est comme ça. Et aujourd'hui, j'en fais vraiment une force. Pour la petite histoire, ma mère, et je lui en veux pas, j'en ai voulu, mais je lui en veux pas, a toujours refusé quand j'étais jeune que j'ai des lunettes de vue. Parce qu'à l'époque, c'était moche. Mais c'est drôle, l'autre jour, j'ai entendu que c'était une des sources principales du décrochage scolaire, quand on voyait pas. Alors aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus identifié. Mais si je dis ça, parce que je le retrouve quand j'enlève mes lunettes aujourd'hui, je suis vite dans un monde un peu parallèle. C'est-à-dire que le monde est vite flou, et donc je me renferme sur moi-même assez rapidement. Si je suis dans une salle et que j'ai pas mes lunettes, j'identifie aucun regard, aucune nuance, donc je suis pas connecté aux autres, c'est très clair. Par contre, ça, je pense, renforcer ou mis en avant mon côté excessivement rêveur. Et j'adore me laisser perdre dans mes pensées. Voilà, j'aime ça. Et le fait de vagabonder,
En fait, c'est quasiment là, il a été prouvé par des neurosciences, c'est pas du fake. C'est là où on est quasiment le plus inventif et le plus créatif. Et qu'aujourd'hui, n'oublions pas qu'on est ultra connecté en permanence et qu'on a réduit ce temps de vagabondage, qui est à mon avis un vrai sujet sociétal. Et donc, en fait, je me suis rendu compte petit à petit, j'ai toujours fait beaucoup de montagne, un peu de montagne avec mon père, et que c'est des moments qui sont devenus assez importants. Gamin, je voulais être guide de montagne. En fin de compte, quand j'ai essoré mon rêve avec le temps, c'était plutôt être un leader. Donc, je suis dans mon rêve absolu et de porter une cordée. J'ai été bercé par Premier de Cordée de Frise-en-Roche. Je sais pas si ça te parle. J'ai eu la chance de rencontrer Frise-en-Roche aussi gamin. Et c'est plus ce métier de leader dans un univers hyper connecté à la nature qui, moi, m'a toujours fasciné. Aujourd'hui, en conscience, ça m'apporte ce pas de côté dont je te parlais tout à l'heure. Ça m'oblige à sortir la tête du quotidien. Parce qu'en fin de compte, je m'en suis rendu compte aussi très vite. En fait, plus j'augmente en responsabilité, plus j'augmente en taille, plus j'ai ce besoin de partir. Plus c'est difficile aussi, parce que il faut pas non plus être dans l'excès. C'est aussi intéressant de mettre sous tension, entre guillemets, son organisation pour voir si c'est pas du fake, tout ce qu'on raconte. Est-ce que mon entreprise est capable de fonctionner sans moi, ce dont j'ai l'intime conviction? Mais encore faut-il l'expérimenter. Donc c'est un peu tout ça. Tu vois, par exemple, sur des notions excessivement concrètes, j'ai vécu une expérience il y a quelques années de ça. Je pars 10 jours en montagne, quasiment qu'en refuge non gardé. Donc, c'est drôle parce qu'au début, tu dis, oh là là, mais ça veut dire quoi? Ça va être horrible. On se rend compte que d'ailleurs, c'est souvent une expérience beaucoup plus agréable parce que les gardiens de refuge, certains sont exceptionnels, mais il y en a qui sont des sacrés cons. Que les gens, à partir du moment où on leur met des toilettes, des machins, c'est dégueulasse. Alors que là, on arrive dans un endroit, à partir du moment où on a les fondamentaux, un poêle, ce qui nous permet d'avoir chaud et de l'eau, un couchage à peu près correct, royal au bar. On fait tout et en général, c'est les meilleurs moments. Je rentre de cette semaine avec ces essentiels qui étaient présents et ça m'a interpellé en me disant c'est fou quoi. Moi je veux surtout pas d'un hôtel. On met en avant du superflu permanent quoi. Typiquement, on parle des produits d'accueil. On parle de l'environnement et de l'impact. Des produits d'accueil à foison dans nos établissements, les savons, les machins, les trucs. Par définition, quand bien même je vais mettre un logo d'un truc développement durable, ça reste un déchet. Pourquoi est-ce que chez toi, tu acceptes d'avoir le strict essentiel et dans un hôtel, il faut tous les mettre parce que la norme dit il faut tout mettre en dispo. Mais quand bien même le mec est pas un souillon, il se lave les dents, il met une goutte sur un des produits d'accueil. Moi, le lendemain, il part au déchet, quoi. Je me suis dit l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est de leur apporter tout ce qu'ils veulent, mais avec leur demande. On les rend acteurs de tout ça. Et on a mis les produits d'accueil en réception. Vous pouvez même me demander 10 fois. C'est-à-dire beaucoup plus que ce que vous auriez si on avait tout mis en chambre. Mais par contre, on pense que c'est le meilleur geste pour la planète de pas mettre en permanence. Ce type de réflexion, j'en suis convaincu. Et je les ai parce que je vis ces expériences à côté. Et qui sont pas des expériences de sobriété permanente, de je dire machin. Non. C'est juste qu'à un moment donné, tu repartir en raid en montagne, tu te concentres sur un truc, qui est de partir avec le juste, utile, pour une simple bonne raison, c'est que tu le portes. Donc, de toute manière, tu te dis, ok, c'est quoi vraiment, mais vraiment. Pas, tiens, peut-être que, non, vraiment, c'est quoi ce qui est vraiment important, parce que là, ton truc, tu vas le porter pendant 10 jours. Ça nous fait rire quand on voit des mecs partir avec des cabines téléphoniques dans leur dos. On a des sacs ultra light, mais parce que sinon, c'est la galère absolue dont tu parles. Et tu te rends compte qu'à la fin de la semaine, moi, tout va bien, hein. On a quelques odeurs qu'on n'aurait pas en temps normal, mais à part ça, on est hyper heureux, et même plus heureux. Donc, voilà, ce que ça va me chercher, c'est d'aller interpeller plus facilement, je pense, mes équipes, mon environnement sur, mais en fin de compte, c'est quoi l'essentiel? Loïc, on arrive à la fin de notre échange. J'ai une dernière question pour toi. Quel est le monde que tu es en train de construire et que tu as envie de construire? C'est une vraie question auquel je me suis pas préparé pour y répondre d'une manière explicite. C'est bateau, mais je le pense profondément. Un monde où au moins les gens qui participent à cette aventure soient heureux. Et que le matin, quand ils viennent travailler, ils soient pas la boule au ventre, qu'ils soient fiers et qu'ils puissent en parler à leur environnement. Et qu'on assume le pragmatisme et le bon sens en se disant juste, ok, on se fait plaisir et on essaye d'y mettre un impact positif pour revenir sur le début de notre échange. Enfin voilà, c'est d'essayer de remettre un peu les pieds sur terre. C'est vraiment de retrouver un peu de sobriété, de plaisir et ouais, d'essayer de tendre, moi le premier, ce qui est très difficile, à profiter de l'instant présent. Merci beaucoup Loïc. Merci à toi.
Alors qu'avez-vous retenu de ma conversation avec Loïc ? De mon côté, je retiens quelques punchlines qui vont me servir de trame pour le débrief. Coca-Cola ou McDo, elles avaient un impact positif, mais sur le plan business. Dans cette nouvelle saison, vous l'avez compris, nous allons aussi décrypter ensemble ce qu'est l'impact et affiner notre compréhension de cette notion un petit peu floue. Avec Loïc, nous comprenons qu'il y a plusieurs types d'impact. Business, environnemental, social et j'en passe. Comme disait mon invité de l'épisode 48, Xavier Courboulex, l'important c'est de savoir à quelle table on joue. Loïc, lui, il a choisi de jouer à la table sociale et humaine et d'avoir un impact sur ce plan-là, en créant une communauté autour de son projet d'entreprise. Il veut aussi avoir un impact environnemental le plus faible possible et donc il met en place des idées très concrètes, comme le fait de ne pas mettre de produits d'accueil dans toutes les chambres. Tout le monde est libre de prendre ses deux pieds et de partir. Le deuxième apprentissage est bien sûr ce qu'est une communauté, comment ça fonctionne et ce que ça apporte. Vous avez compris qu'une communauté est un ensemble d'hommes et de femmes qui se réunissent autour d'un projet commun. Avec Loïc, nous comprenons que la clé d'un bon fonctionnement de communauté, c'est la règle des deux pieds, symbole de liberté et d'engagement. Donc en tant que membres de la communauté, nous savons pourquoi nous y sommes, nous savons ce que nous pouvons apporter au groupe et en retirer. Mais le jour où ça ne nous convient plus, nous sommes libres de prendre nos deux pieds et de nous en aller. Cette règle, elle est vraiment constructive et responsabilisante. Donc pensez-y pour tout engagement que vous avez ou que vous demandez, la règle des deux pieds. En fait, plus j'augmente en responsabilité, plus j'augmente en taille, plus j'ai ce besoin de partir. Le troisième apprentissage concerne mon rôle de chef et la manière de le travailler. À titre personnel, je me retrouve beaucoup dans le conseil de Loïc. Plus les responsabilités sont grandes, plus le besoin de prise de recul et de respiration est important. J'ai compris ça quand à 2 doigts du burn-out, j'ai regardé les leaders qui m'inspiraient et je me suis rendu compte qu'ils et elles avaient toujours la tête froide et ne paraissaient jamais stressés, en tout cas en apparence. Et j'ai compris que moi, si je voulais arriver à ce niveau de maîtrise et de bien-être, il me fallait des moments intenses de ressourcement. Loïc est un super exemple, puisque lui, il trouve ses moments de ressourcement avec ses expéditions. À chacun et à chacune d'entre vous de trouver ce qui vous fait du bien, et en même temps ce qui fera du bien aussi à votre équipe et à votre entreprise. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute de ce premier épisode de la 3e saison sur l'impact. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez vraiment à me le dire sur les réseaux sociaux comme Instagram ou LinkedIn, ou alors à laisser un commentaire sur Apple Podcasts par exemple. À très bientôt pour un prochain épisode.